Bonjour à tous. Pour les premières personnes s'étant connectées, merci d'être en avance. Est-ce que vous pouvez également nous envoyer un petit message pour qu'on s'assure qu'au niveau de l'audio, cela fonctionne bien, ce serait super. C'est ça. Okay. On est juste en train de finaliser pour vous partager notre écran. Non, ça ne change pas. Ah, ok, d'accord. C'est en anglais ou quoi? Voilà. On quitte. Sinon, je peux faire télécharger en PDF. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous voyez bien la présentation? Je pense que là, c'est bon. D'accord. Ok. Je pense que c'est bon. Là. Ok. Ça roule, très bien pour moi. Ok, c'est bon. Bon, très bien. Parfait, dans ce cas. Bon, cette fois-ci, c'est bon. Bonjour à tous. Bonjour à tous. On peut officiellement attaquer ce deuxième webinaire sur l'immobilier à Barcelone. Donc, je suis Romain Traversino, directeur commercial de l'entreprise. Ça fait 2 ans que je suis chez J'achète en Espagne. Et moi, Valentino Spioda, 1 an et demi que je suis chez J'achète en Espagne, maintenant City Manager de l'agence de Barcelone, sur lequel on va s'attarder tout particulièrement pendant ce webinaire. Merci en tout cas d'être aussi nombreux. Donc, ça va être une présentation qui va se dérouler en 2 phases. Une première partie sur Barcelone, sur le marché immobilier, des exemples de biens qui ont été achetés par nos clients dernièrement. Et il y aura ensuite une deuxième partie qui devrait durer entre 20 et 30 minutes en fonction du nombre de questions, sur les questions, interrogations que vous pourriez avoir sur pourquoi investir à Barcelone ou autre. D'accord? Allez. C'est parti. Donc, première chose, je pense que le marché immobilier barcelonais est vraiment un marché particulier. Il y a 2 choses
vraiment qui vont pouvoir caractériser la ville de Barcelone. Premièrement, c'est sa densité de population. C'est une des villes les plus denses en Europe. Réellement, il faut se dire que il y a 1,6 million habitants à Barcelone, dans une ville qui fait 100 km². Donc le calcul est vite fait. On est à 16 000 habitants du kilomètre carré en moyenne. C'est une ville qui va être d'un côté limitée par la mer. Tout le monde le sait pour ceux qui ont la chance de connaître Barcelone. C'est une ville de mer, il y a la plage, il y a un port. Donc bien entendu, on ne peut pas construire sur la mer. Et de l'autre côté, c'est également une ville qui va vite devenir montagneuse et qui est bloquée dans sa partie nord par la montagne. Donc c'est un peu une ville qui ne peut pas s'étendre, ne peut pas grandir, à l'inverse d'une autre ville espagnole comme Madrid, qui est très peu dense, et par conséquent, on peut faire des constructions neuves un peu partout avec beaucoup de facilité et créer des quartiers. À Barcelone, c'est totalement impossible. Il n'y a quasiment pas de projet de construction neuve. Quand il y en a, c'est détruire un bâtiment, ce qui est très complexe à faire, et en construire un nouveau, ou en rénover un. Et donc, c'est vraiment, pour conclure cette introduction, l'immobilier ancien qui va être roi à Barcelone, étant donné les caractéristiques qu'on citait juste avant. Pour maintenant venir un petit peu sur quelles sont les raisons de l'attractivité de la ville de Barcelone. On vous en a donné quelques exemples. Premièrement, c'est une ville qui est en Europe idéalement située. On est au nord de l'Espagne, mais l'Espagne, c'est au sud de l'Europe. Donc, tout de suite, on a un climat méditerranéen qui est extrêmement agréable. Aujourd'hui, on est le 13 octobre, on fait entre 25 et 26 degrés. Donc, c'est sûr que pour toutes les personnes qui nous écoutent depuis la France, je suis moi-même parisien, Valentino et de Dunkerque. Mi-octobre, on n'a plus ce temps-là en France. Et pour nous qui y habitons, c'est une chance. C'est aussi une caractéristique assez commune en Espagne. C'est une ville qui est extrêmement bien connectée à la France et à l'Europe. Il y a une gare TGV qui permet d'aller en France. L'aéroport de Barcelone, c'est 50 millions de passagers, donc deuxième aéroport d'Espagne. Connexion sur toutes les villes moyennes et grandes villes d'Europe, toute l'Amérique latine. Donc c'est vraiment un gros point positif. On peut s'y rendre très facilement. Il y a 20 vols depuis Paris, plein d'exemples qui permettent d'arriver très facilement à Barcelone. C'est une ville qui est extrêmement aussi cosmopolite. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'un habitant sur 3 de Barcelone est étranger. Donc, les gens sur place sont historiquement ouverts d'esprit. C'est une ville qui a un port. Les villes de port sont aussi des villes de mélange. Et on le sent encore aujourd'hui. Et cette cosmopolité, c'est vraiment quelque chose au quotidien qui va plaire et qui va attirer énormément de talents. Ça, c'est le 4e point que vous pouvez peut-être découvrir. Barcelone est la 3e meilleure ville en Europe pour fonder une start-up. Il y a une French Tech, pour parler de l'écosystème start-up français, qui est extrêmement développé. Il y a ce beau climat, il y a beaucoup d'incentives aussi de la région catalane. Donc, plein de choses qui font que ce soit vraiment the place to be pour attirer des talents depuis l'ensemble de l'Europe. 5e point, Barcelone, ça représente un 5e du PIB espagnol. Barcelone et la Catalogne, historiquement, c'est une région extrêmement riche en Espagne. C'est la région pendant très longtemps la plus riche d'Espagne et également une des plus riches d'Europe. Industrie lourde, industrie textile, services, tourisme. Il y a tout ce qu'il faut pour avoir une économie extrêmement mixte, donc aussi relativement stable par rapport au reste de l'Espagne, qui permettent d'avoir de belles perspectives à Barcelone en tant qu'entrepreneur. Et dernier point, pour toutes les raisons aussi que je vous ai citées juste avant, un marché locatif, de l'immobilier locatif qui est en pleine santé. Valentino y reviendra juste après, et qui font que c'est une ville très intéressante pour investir. Justement, donc on va parler un petit peu des prix de Barcelone pour s'intéresser particulièrement donc à l'immobilier et pour découvrir un petit peu plus en profondeur donc, tous les quartiers de Barcelone. On a fait des moyennes donc pour un prix à l'achat en Barcelone centre, Barcelone ville, donc avec un prix au mètre carré qui est environ à 4 121 € du mètre carré et une augmentation de 5% par rapport à l'année dernière. C'est quasiment le double de la moyenne, c'est même un petit peu plus du double de la moyenne en Espagne, qui est à 1 893 € du mètre carré. La province de Barcelone, on verra au fur et à mesure des slides, c'est une locomotive immobilière pour beaucoup de raisons. La province, on se trouve à environ à 2 700 € du mètre carré, donc
pour Barcelone et sa province. Ce qui implique du coup que les prix à la location dans un marché surtout qui est très tendu sont assez élevés, ce qui rend intéressant donc l'investissement locatif dans notre région. Et là, on voit par exemple sur Barcelone Centre, on a une augmentation de plus 20% qui a relativisé bien entendu avec l'effet Covid qui a fait baisser un petit peu les prix entre 2020 et 2021. Mais tout de même, on est sur un prix au mètre carré de 17,8. Ce qui est énorme. Barcelone, c'est pas une capitale européenne à proprement parler, mais on peut la considérer tout comme. On voit qu'on est sur des prix au mètre carré en Espagne. Encore une fois, là, on a un petit peu moins du double, donc à 11,2 mètres carrés. Donc, si on compare, on a quand même des prix qui sont très élevés. Pour faire une brève rétrospective sur pour quelles raisons en Espagne, il y a un tel écart entre les prix à l'achat et les prix en location. On ne va pas vous faire un cours d'histoire, mais tout simplement parce que l'accès à la propriété est très complexe pour les résidents fiscaux espagnols. La banque va vous demander un apport qui va être entre 20 et 30% du montant de l'opération, quand en France, même si les conditions changent récemment, on va demander les frais de notaire. Donc, ce qui va vraiment exclure énormément de personnes de l'accès à la propriété. C'est un gros débat en Espagne et qui va permettre la vigueur du marché locatif, les gens ne pouvant tout simplement pas s'acheter leur propre résidence principale. Et moi, il y a toujours une stat qui m'a impressionné ici en Espagne et à Barcelone, c'est encore plus vrai parce que les petites surfaces, c'est toujours les plus recherchées et donc les plus chères. Et c'est pour ça que les gens, traditionnellement, sont locataires jusqu'à un âge assez élevé. En Espagne, on est sur un jeune qui quitte son foyer familial à 29 ans. En France, à titre de comparaison, c'est 22 ans. Donc, ça montre que les gens sont locataires très tard ici en Espagne. Maintenant, si on prend, on va approfondir un peu plus après sur les différents districts de la ville, mais on voit qu'on a un delta qui est assez élevé entre le prix le plus bas pour le district de Noumaris à 2473 € du mètre carré et le prix le plus haut à Sarrià Sant Gervasi qui est dans la partie un petit peu haute. Ici, vous voyez, Noumaris, c'est par là-bas, du côté des montagnes. Sarrià Sant Gervasi, c'est par ici. Donc, on est sur un delta assez élevé, entre 2000, 2500 et 5500, même 6000, voire plus parfois, si on prend vraiment des rues dans ce quartier-là. Et donc, un prix moyen qui tourne aux environs de 4000, 4500 € du mètre carré, donc à Barcelone. Tout à fait, on est sur une moyenne. Un appartement qui va se trouver sur Paseo de Gracia, au Tour Park, qui est un coin qui est également extrêmement prisé de la bourgeoisie catalane et de la communauté expat. On peut vite être à du 10 000, 12 000 € du mètre carré, ce qui, pour l'Espagne, est hallucinant, mais est un prix moyen pour un appartement parisien. Donc, je pense que c'est toujours intéressant aussi de mettre ça un peu en perspective avec d'autres villes en Europe. Justement, investir à Barcelone, quels sont les districts à opportunité? On en a sélectionné quelques-uns. Je te laisse les présenter. Oui, tout à fait. En fait, c'est une carte qui est assez intéressante. Donc, Barcelone, comme toutes les grandes villes en Espagne, est divisée en districts qui vont ensuite être divisés en quartiers. Donc, il y a 10 districts qui vont composer Barcelone. On peut se rendre compte assez facilement sur cette carte. Donc, tout ce que vous voyez au nord de Sarrià, de Horta Guinardó ou de Baris, c'est la montagne, tout simplement. Donc, ça, là, on n'a pas de carte de relief, mais c'est réellement la montagne qui délimite la ville. Et au sud, on voit en bleu, c'est la mer. Donc, il y a différents quartiers qu'on va vous décrire. On va en décrire 4 districts sur les 10. On va parler de la vieille ville, qui est un quartier qui plaît énormément aux nouveaux arrivants à Barcelone et également très agréable en résidence secondaire, de l'Eixample. Donc, comme on en parlait avant, de Noubaris, un peu plus dans le détail. Enfin, on parlera également de Sants Montjuïc, qui est un grand quartier avec différentes facettes. On commence par la Ciutat Vella, donc le quartier, vous le voyez ici, en grand, qui est composé de 4 quartiers. La Barceloneta, qui est un ancien petit village de pêcheurs qui est caractérisé ici par sa proximité directement à la mer. Le Born, qui est ici, à côté du parc de la Ciutadella. Le Gothic, que tout le monde connaît, je suppose, et le Raval, qui est le plus vieux quartier de Barcelone. Un district du coup qui plaît beaucoup aux étrangers et justement à l'inverse qui est fui un petit peu par les résidents parce qu'il le caractérise certainement
par voilà, son mouvement constant de touristes, son insalubrité parfois, son côté un petit peu conflictuel, notamment dans le Raval. Mais justement, pour un étranger qui vient ici passer quelques vacances à Barcelone et qui veut être proche du centre, à proximité de toutes les bonnes adresses gastronomiques et proche de la mer, bah, c'est parfait parce qu'on va avoir un prix au mètre carré qui est à la moyenne environ de Barcelone, donc qui est plutôt abordable. On va avoir des pieds-à-terre qui sont des petites surfaces totalement rénovées et qui sont prêts à rentrer très, très jolis sur le papier. Et surtout pour un investissement locatif, là c'est le gros point du coup de la Ciutat Vella. On est sur un prix au mètre carré qui est super élevé, à 21 € du mètre carré, qui est plus élevé que la moyenne. Et on le verra par la suite dans les autres districts, qui est plus haut que tout le reste. Super, merci Valentin. Une petite parenthèse, n'hésitez pas durant la présentation à commencer à écrire vos questions sur le chat, parce qu'on prendra le temps de répondre à l'intégralité de vos questions une fois que cette partie de présentation sera finie. Sinon, je reprends donc pour vous présenter le quartier en catalan qu'on appelle l'Eixample. Donc, l'Eixample, c'est un petit peu ce que disent les Barcelonais, le Manhattan espagnol. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement quadrillé. Donc, en fait, pour vous expliquer un petit cours d'histoire, je pense que c'est assez intéressant ce point-là. Donc, c'est un district qui est très résidentiel, qui a été totalement façonné par l'architecte, l'urbaniste Puig Cerdà à la fin du 19e siècle. Barcelone, voyant le succès de ce qu'avait pu faire Haussmann pour assainir Paris, a voulu faire la même chose et a engagé cet urbaniste pour répliquer ce plan-là à Barcelone sur des zones qui, à l'époque, étaient totalement inhabitées. Donc, se rendant compte de l'insécurité qu'il y avait dans ces ruelles coupe-gorge de la vieille ville, se rendant compte de la saleté, donc pour des raisons d'hygiène publique qui devenaient vraiment des sujets de conversation à la fin du 19e, a développé un quartier totalement géométré. Donc ça s'appelle manzana, donc ça ne veut pas dire pomme pour le coup. Chaque pâté de bâtiment dans ce quartier-là va faire un carré de 500 mètres, si on prend donc, chacun des côtés de 125 mètres. Donc, et à l'intérieur, va avoir des espaces communs. Donc, tout est pensé, tout a été mesuré pour permettre une bonne circulation de l'air, pour permettre un niveau de luminosité et de lumière naturelle qui soit idéal. Donc, c'est vraiment un exemple unique en Europe. On n'en a pas parlé dans l'attractivité de la ville. Barcelone reste une ville mondialement connue pour son architecture et des excellentes écoles d'architectes. Justement, on peut voir un des bâtiments qui la caractérise le mieux sur la photo de droite, donc qu'on appelle la Casa Batlló. Donc, pour continuer sur l'histoire, à la fin du 19e, Barcelone, donc avec la révolution industrielle, était une ville extrêmement riche. Les bourgeois achetaient des bâtiments et engageaient des architectes de renom pour leur faire un bâtiment exceptionnel et qui soit plus beau que leurs voisins. Et réellement, pour les architectes, c'était un moyen c'était du clash, hein, c'était comme des artistes, des rappeurs qui se clashent sur des sujets. Eux, ils s'affrontaient à celui qui avait l'architecture la plus rocambolesque. Et vraiment, on voit avec la Casa Batlló, c'était le propriétaire de cette maison. Il y en a beaucoup sur Paseo de Gracia ou ailleurs à Barcelone. C'était Gaudí, donc l'architecte le plus connu, qui a aussi fait la fameuse Sagrada Familia. Mais il y a des dizaines, voire centaines de bâtiments qui sont inconnus, qui ont également leur histoire. Et c'est vraiment ce qui donne tout son charme à ce quartier-là. On est sur un quartier où on est quasiment à 5 000 € du mètre carré. En fonction d'où vous allez vous trouver, ça peut monter, et de la qualité du bâtiment, à 6, 7, 8 000 € pour des appartements de luxe. Donc on est sur vraiment un quartier haut de gamme, un quartier qui va beaucoup plaire pour des résidences principales, un quartier business. La plupart des entreprises ont leur bureau. On est nous-mêmes présents sur Paseo de Gracia, en plein milieu de ce quartier Eixample. Un quartier aussi, un quartier d'affaires, un quartier plutôt aisé, est un quartier sûr de facto. Donc c'est un point super appréciable. La location est bien entendu plus chère qu'ailleurs. On n'est pas sur les rentabilités qu'on peut obtenir dans la vieille ville. On va être aussi sur des locataires qui vont être plus stables. Donc on est à 19 € en moyenne du mètre carré. Ça a quand même pris quasiment 27% depuis l'année dernière. Et un quartier qui a encore pris 10% au mètre carré par rapport à 2021, qui était déjà
petite parenthèse, une excellente année immobilière en Espagne. Donc, on était déjà bien sorti du Covid, donc qui montre un quartier qui a le vent en poupe et continuera de toute façon de se développer. Pour changer totalement de type de quartier, on peut parler de Nou Barris. Nou Barris en catalan, ça veut dire le nouveau quartier. Donc là, on est sur un quartier populaire, un quartier ouvrier, un quartier de travailleurs qui est à simplement 20 minutes en métro du centre-ville. Personnellement, je le connais bien parce que on a fait des opérations là-bas, dont un appartement que je vous montrerai après. On est sur des prix relativement attractifs. On est à 2000, 2500 euros du mètre carré, donc une croissance qui est plus stable. C'est un quartier plus d'investisseurs où on peut avoir d'excellentes rentabilités. Parce que pour 140, 150 000 euros prix d'achat, on peut avoir des appartements de 60, 70 mètres carrés qu'on peut facilement louer à 7, 800 euros. Et donc, ce qui permet d'avoir une très bonne rentabilité brute autour de 6, 7%. C'est un quartier où les loyers ont aussi pris. On voit plus 7,7% en un an, parce que la tension locative à Barcelone, elle n'est pas que sur les quartiers aisés, c'est vraiment une problématique au niveau municipal, et je pense même plutôt au niveau national en Espagne. Et pour terminer, on ne va pas faire tous les districts, mais le but, c'était vraiment de sélectionner plusieurs points qui pourront vous parler et éventuellement répondre à des questions plus tard sur d'autres s'il faut. Là, Sants, si je dis pas de bêtises, c'est le plus grand district de Barcelone. Donc, notamment avec le parc Montjuïc qui est au centre et qui est tout simplement immense, cette grande colline que l'on voit ici en photo à droite. Il est composé de pas mal de quartiers différents, Hostafrancs, Sants Badal, La Bordeta, Poble-sec. Tous n'ont pas les mêmes avantages. Sants, qui prend son nom de par sa gare, la gare de Sants, qui est la principale ou l'une des principales d'Espagne, puisque on jouit de la proximité avec la France et donc l'ouverture sur l'Europe. Sants, c'est un district qui tend vers le vert, notamment de par Montjuïc. C'est un quartier qui est résidentiel, qui va plaire beaucoup aux personnes qui travaillent à Barcelone, puisque tout le monde ne peut pas se loger à l'Eixample avec ses prix au mètre carré qui est assez haut, qui ne peut pas acheter ni se louer, hein, c'est la même chose. Là, du coup, on va avoir un quartier qui est à proximité. On a vu que de Barcelone, niveau transport, c'était très accessible. Donc, ce qui fait que même si on s'éloigne un petit peu, parce que l'Eixample c'est quand même assez large, même si on s'éloigne un petit peu et qu'on va vers Sants, on reste à 20 minutes de métro, parfait pour aller au travail. Et du coup, on va avoir un quartier qui reste à proximité et qui reste dans des prix qui est beaucoup plus faible que l'Eixample. 3 465 euros du mètre carré à l'achat, 16,5 € pour la location. C'est beaucoup moins que dans le centre. Et là, notamment, on fait un petit focus sur Poble-sec qui plaît beaucoup aux Français et aux non-résidents pour tout ce qui est investissement locatif, puisque là, on va avoir ces petites surfaces qui sont à 3 500, 4 000 euros du mètre et qui vont pouvoir nous offrir des plutôt bonnes rentabilités. Petite observation de terrain, on l'a vu, Barcelone, c'est une locomotive économique et immobilière pour l'Espagne. Encore une fois, c'est la porte d'entrée de l'Espagne sur l'Europe. On jouit d'une attractivité économique et d'une diversité au niveau de sa population qui permet d'attirer énormément d'entreprises, ce qui donne une attractivité, voilà, 20% du PIB de l'Espagne, c'est énorme. Un marché immobilier attractif pour les étrangers, on le sait, 57 000 opérations environ chaque année à Barcelone. 2021, tout à fait. Le maximum historique était avant la crise à 67 000 opérations. On voit que il y a un écart important et que ça s'est bien rattrapé et ça continue de croître en plus sur l'année 2022 qui n'est pas encore conclue. Donc c'est vraiment une ville qui plaît aux étrangers résidents ou également non résidents. 57 000, c'est le marché total des transactions immobilières donc à Barcelone. De ça, on a environ 13% qui concernent les étrangers et notamment une grosse partie donc les Français qui achètent ici à Barcelone pour leur pied-à-terre ou pour des investissements locatifs. La licence touristique, forcément très demandée, une énorme attractivité touristique. Airbnb, ça
ça concerne 9000 appartements donc à Barcelone, un petit peu plus. Et on sait, beaucoup de nos clients nous demandent pour investir dans un pied-à-terre pour faire de la licence, pour faire du Airbnb ou du Booking et donc faire une activité touristique. C'est assez compliqué en ce moment. Ça ne veut pas dire que c'est pas encore une opportunité, mais au niveau politique, on tend quand même à une réglementation qui cherche à étendre un petit peu la zone d'appartements touristiques qui est très concentrée dans la vieille ville et donc qui permet que les prix s'envolent un petit peu et que les gens fuient un petit peu ces quartiers-là. Et un marché immobilier très régulé mais toujours opaque, ça on ne le répétera jamais assez. On le dit souvent, faites-vous conseiller, même si la Catalogne et Barcelone en général, c'est une région où le marché est plus régulé que dans le reste de l'Espagne, ça reste assez opaque pour les novices et pour les personnes qui ne parlent pas forcément la langue. Quand on demande des documents, on n'a pas toujours une réponse hyper positive des vendeurs. Donc encore une fois, faites-vous accompagner d'un avocat, d'un conseiller pour pouvoir acheter ici à Barcelone. Donc maintenant, je vais vous présenter deux exemples de biens. L'agence de Barcelone, c'est des dizaines de transactions. On est une équipe de 5 personnes à Barcelone, chez en Espagne. C'est des dizaines de transactions par an. On en a sélectionné 2, parce que je pense que c'est intéressant de revenir dessus. Un premier appartement qui est dans le fameux quartier de l'Eixample. L'Eixample, déjà, pour revenir, mais en général, on est souvent sur des biens qui vont faire entre 60 et 80 mètres carrés, donc des grandes surfaces. Le seul moyen d'avoir des plus petites surfaces, donc des 50 mètres carrés, c'est d'aller taper des appartements, donc des entresuelos, donc c'est des demi-rez-de-chaussée qui permettent, donc on n'est pas en accès depuis la rue, donc ça a quand même un côté beaucoup plus sûr, mais qui permettent facilement d'y accéder. Donc là, on parle d'un appartement, on vous montrera ensuite quelques photos de 52 mètres carrés, une chambre, donc en entresuelo, avec, étant donné les prix au mètre carré en location, deux scénarios potentiels de location, un long terme, où on pourrait être autour de 1100 € par mois, et un deuxième scénario de location moyen terme. Donc moyen terme, c'est moins d'1 an. Il y a 3 types de location en Espagne, touristique, moyen terme, donc entre 1 mois et 12 mois, et après location long terme, donc c'est un bail de 5 ans, qui pourrait être donc, sur du moyen terme à 1250. Donc là, c'est pour un de nos clients justement qui était investisseur, qui voulait être dans un quartier prestigieux, mais en même temps, ne voulait pas exploser la terrière, pardonnez-moi l'expression, qu'on a réussi à dégoter cette opportunité qui, en termes de rentabilité, peut apporter une rentabilité en long terme autour de 6% et de 7% sur du moyen terme dans un quartier où en moyenne, on va plutôt être, étant donné qu'on achète des plus grandes surfaces, plutôt autour de entre 3 et 5% de rentabilité. Donc là, c'est vraiment une belle opération qui avait été faite. Donc, un appartement qui était en plus déjà meublé et rénové, donc là, il était vraiment clé en main pour permettre à cet investisseur qu'on lui trouve le locataire et qu'ensuite le bien puisse être mis directement avec les clés pour ce locataire-là. Donc ça, c'est un premier exemple d'opération qui a été réalisé sur un bien qui était dans le marché, je pense, depuis une dizaine de jours seulement, donc on a été vraiment très réactifs. Et on va prendre un deuxième exemple, donc au fameux Noubaris, parce que le quartier pour moi d'investisseur. Donc là, on est sur un appartement qu'on avait trouvé pour un client justement lié à un héritage un peu complexe. Des gens qui voulaient aussi le vendre relativement vite. On est sur 77 mètres carrés, 2 chambres, une salle de bain, un prix d'achat auquel il faut ajouter les frais de 125 000 €. Donc grosso modo, il faut compter que c'est une opération à 140 000 € clé en main qui peut se louer ce bien qui était aussi totalement meublé parce que les personnes, c'était une histoire familiale un peu complexe, laissaient les meubles qui étaient en excellent état, donc pareil, très facile à louer, sans aucun souci, autour de 800 €. Pour rappel, on est à peine à 20 minutes du centre de Barcelone en métro, donc c'était vraiment une belle opération qui avait été faite dans un quartier qui est pour moi en plein devenir vraiment un très bon investissement locatif. Maintenant, pour conclure cette partie de présentation, on va revenir sur un sujet qui est assez récurrent, c'est Barcelone, la politique et l'immobilier. Pour conclure, Barcelone, si beaucoup d'entre vous doivent le savoir, la Catalogne est une région, une sorte de nation. Donc, la Catalogne a sa propre, le catalan est une
langue propre, à son propre système politique, à sa propre politique, à son propre service des impôts. Donc, a vraiment une grosse autonomie en Espagne, qui a parfois débordé sur des processus d'indépendantisme et d'instabilité politique, qui de facto peuvent avoir un impact sur l'immobilier, parce que l'immobilier, un peu comme le monde des affaires, est un milieu assez frieux dès qu'il y a des risques. Donc en 2017, il y avait eu une tentative de référendum de la région qui avait été totalement annulée par l'État central espagnol, qui avait un peu refroidi un certain nombre d'investisseurs, un peu comme le Brexit au Royaume-Uni. Néanmoins, on est quand même sur un marché immobilier qui n'a pas forcément perdu beaucoup de vigueur. L'instabilité politique n'a pas forcément pesé sur les prix au mètre carré et sur le nombre d'opérations. L'année prochaine à Barcelone, il y aura également des élections municipales. Donc, pour l'instant, on est sur un gouvernement gauche, extrême gauche. Et on va voir, grosso modo, ce qui va se passer l'année prochaine, si c'est ce gouvernement qui va rester en place ou on va être peut-être sur un changement de politique avec un gouvernement peut-être plus de centre-gauche, voire centre-droite. C'est assez ouvert en termes de perspective politique sur les élections de l'année prochaine. Pour finir, sur notre accompagnement à l'achat, vous nous connaissez peut-être déjà, j'achète en Espagne. Le but, c'est de vous proposer une offre complète pour vous accompagner dans vos achats immobiliers en Espagne. On est présent donc à Barcelone, on est présent à Valence, à Alicante, dans les Baléares, en Andalousie, aux Canaries, à Madrid, donc un petit peu partout. Et le but, voilà, c'est d'avoir un interlocuteur unique qui va vous faire les recherches immobilières, qui va avoir l'occasion de faire des prévisites vidéo avant de vous déplacer sur place et de vous réaliser, donc avec nos équipes, un accompagnement juridique et administratif pour vous permettre d'avoir une seule structure à votre service du début à la fin et de réaliser votre achat immobilier en toute sérénité. Super. Avant d'attaquer les questions-réponses, et j'ai vu justement certaines personnes ayant déjà écrit des questions, donc c'est génial. Rendez-vous mardi prochain pour notre troisième webinaire, l'immobilier à Madrid, donc capitale d'Espagne, ville en pleine expansion économique, en pleine expansion littéralement immobilière. Et donc Sébastien Fitoussi, le City Manager madrilène, qui sera heureux d'animer ce webinaire la semaine prochaine et de vous parler de Madrid et de son marché immobilier. Donc maintenant, je vais maintenant 20 minutes de questions-réponses. On va désactiver le partage d'écran. Donc, pour commencer, première question. Donc, Poblenou en catalan, ça veut dire peuple nouveau, donc en comparaison avec Poble-sec qui était l'ancien. C'est un quartier en bord de mer, c'est un quartier qui est très familial. Donc c'est très agréable, ça a une proximité immédiate de la mer, Poblenou. Donc l'accessibilité pour les plages, on est souvent à 10, 15, 20 minutes à pied. Un quartier avec beaucoup moins de voitures que d'autres, un petit peu moins de nuisances également, parce que c'est un quartier plus familial, donc un peu moins festif que d'autres quartiers de Barcelone. Donc c'est un quartier que, en fonction du type de projet de vie, de l'appétence avec ce style de vie, on conseille nos clients. On y a déjà travaillé. C'est un quartier plutôt cher à Barcelone. On est autour de 4 700 € en moyenne du mètre carré, donc on est quasiment sur les prix de l'Eixample pour un quartier qui est un petit peu excentré quand même. Bon, excentré, ça veut dire 15-20 minutes de transport ou de moto. Ça reste accessible, il faut relativiser. Mais je pense ce qui s'est pas mal aussi développé, parce qu'il y a beaucoup de startups qui sont là-bas, un quartier avec beaucoup de grues, ça continue de beaucoup construire. C'est un quartier de travailleurs, hein. Je trouve beaucoup moins de commerce, même s'il va y en avoir, parce que forcément, ça reste un quartier où il y a des gens qui vivent, mais beaucoup moins de vie en général à Poblenou, je pense. C'est ça qui fait la vraie différence avec les autres quartiers. Exactement, donc je pense, mais vraiment dans une logique, fonder une famille à Poblenou, c'est une excellente idée parce que c'est un quartier paisible. Après, c'est pour un projet, vous pourrez nous dire, Thibaut, si on rebondisse après sur votre question, pour un investissement locatif ou pour un projet de résidence secondaire, sauf si vous connaissez très bien le quartier et en êtes amoureux,
pour nous, il y a d'autres coins qui pourraient peut-être plus trouver votre bonheur. Autre question de Léo. Bonjour à vous, merci pour ce webinaire. Dans le cas d'une résidence principale, est-ce que vous recommandez de demander un crédit immobilier en Espagne en tant que non-résident ou en France pour un achat à l'étranger? Je parle surtout de la convenance par rapport au taux, investissement, etc. Alors, bon, on rappelle les conditions d'accessibilité au crédit. Pour un non-résident en Espagne, maximum 70% de financement pour un non-résident. Ce qui veut dire beaucoup d'apports, 30% plus les frais d'achat, et donc pas forcément accessible à tout le monde. En France, il faut être propriétaire d'un bien sans charge, donc à hypothéquer pour pouvoir garantir à hauteur du prêt. Et donc, si vous respectez cette condition, voilà, vous pourriez y prétendre. Maintenant, du coup, je trouve personnellement que ça dépend vraiment du respect de ces conditions-là. Un investissement en Espagne, un crédit, c'est environ entre 2,5 et 3% de taux. En France, c'est un petit peu plus faible, mais on sait avec l'actualité sur le taux d'usure, etc., c'est pas toujours possible. Donc, ça va vraiment dépendre de ton profil. Et de toute façon, avec l'inflation qu'il y a aujourd'hui, le crédit, ça reste intéressant malgré la montée des taux. Donc, mieux vaut emprunter dans tous les cas plutôt que d'investir peut-être de la trésorerie que l'on aurait à disposition. Oui, exactement. Je pense que c'est vraiment ça à considérer aussi dans une démarche de projet de vie, parce que Léo, vous parlez d'une première résidence, donc ça veut dire que peut-être demain, vous habiterez réellement en Espagne. Ça peut aussi valoir le coup si c'est à travers un CDI, on peut très vite accéder à la propriété. Vraiment, sur son premier job à Barcelone, une fois la période d'essai, souvent pour un CDI, c'est 6 mois, qui n'est pas forcément reconduit. Vous pouvez tout de suite, on a des cas clients qui très rapidement, justement avec le profil, plusieurs années d'expérience, des revenus stables pendant plusieurs années de travail, leur ont permis très rapidement après leur arrivée, avec l'apport demandé pour une résidence principale, en étant résident fiscal, entre un apport qui va être autour de 20-30% du montant de l'opération, quand même. C'est moins qu'un non-résident, mais ça reste élevé. Il n'y a pas de formule magique pour l'instant, on ne l'a pas trouvé en Espagne, mais il faut peut-être mieux patienter pour pouvoir bénéficier de ces conditions-là, à moins que vous ayez l'apport déjà. Et donc, dans ce cas-là, on pourrait totalement, suite à ce webinaire, en parler ensemble. Une autre question de Elisabeth Voileau. J'envisage de chercher plus au sud vers Tarragone. Est-ce que c'est aussi le boom de l'immobilier là-bas? Tu connais beaucoup mieux Tarragone que moi. Tarragone, ancienne ville romaine que j'aime beaucoup. On y va souvent pour nos clients justement, puisque la côte en Catalogne, ça représente quand même une grosse proportion également de nos opérations ici sur place. Donc Tarragone, on est sur un prix, je pense, qui va tourner entre 1500 et 2500 euros du mètre carré pour les meilleurs quartiers. Donc on est tout de suite sur des prix qui sont beaucoup plus faibles que Barcelone et la Costa Brava. Ça va correspondre donc à des budgets peut-être qui sont plus faibles, mais également il y a une attractivité du coup pour pas mal de raisons plus touristiques plutôt que pour un dynamisme économique en particulier. Elisabeth ajoute qu'elle cherche une maison avec piscine pour sa famille. Bah voilà, c'est à peu près ça le type de profil des clients qui vont investir proche Tarragone. Parce que bon, Tarragone, c'est vraiment centre-ville, donc pour une maison, ça va plus être à côté. Et là, on va avoir donc des urbanisations qui sont pas très loin, comme El Vendrell ou proche de Torredembarra sur ce côté-là un petit peu, ou alors de l'autre côté, proche de Cambrils, Salou, etc. Donc là, effectivement, si on est sur un budget environ à 200 000 euros, on peut commencer à rechercher une belle maison pour faire un projet un petit peu pour en profiter pour la famille, mais également pour le louer éventuellement l'été, pour essayer d'amortir un petit peu l'investissement. Exactement, pour revenir sur ce que vient de dire Valentino, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a parlé des licences touristiques à Barcelone. Barcelone était un monde à part Barcelone, Sitges qui est très proche de Barcelone, Castelldefels, donc des villes très proches de Barcelone. La plupart des villes en Espagne permettent de faire de la location touristique avec une licence touristique qu'il faut obtenir, ou qui doit déjà, dont le bien doit déjà bénéficier. Et c'est clairement le genre de projet sur lesquels on a l'habitude. On pourrait
vous y aider. Pour maintenant une question de Thomas. Comment fonctionnent les copropriétés en Espagne, notamment sur les travaux? Est-il une loi pour obliger à provisionner les ravalements et d'autres travaux de toiture, ou est-ce que cela peut faire partie des surprises? Malheureusement, et on a encore un exemple beaucoup trop récent, ça fait partie des surprises à partir du moment où vous n'avez pas des professionnels qui vous aident à comprendre ça. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les copropriétés en Espagne, en Catalogne, c'est un peu mieux organisé, encore une fois. J'en parlais avec des collègues à Valence qui n'arrivent jamais à obtenir les ajouts de copro parce que personne ne les donne. À Barcelone, on est un peu plus chanceux. En général, on arrive quand même à obtenir ces ajouts de copro qui sont en catalan. Donc, il faut quand même un niveau de langue assez élevé pour les comprendre. C'est un peu une petite Bible. Il faut les décortiquer sur plusieurs années pour vraiment comprendre. Est-ce qu'il y a des soucis? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Catalogne, normalement sur toute l'Espagne, mais certaines régions ne le font pas, encore une fois, l'inspection technique des bâtiments de plus de 50 ans est obligatoire de manière décennale. Donc déjà, nous, ça fait partie des choses qu'on va vérifier, savoir si l'inspection technique a été favorable, si elle a été défavorable, quand est-ce que va arriver à échéance cette inspection technique, et basé sur cette information et un rapport d'architecte qu'on va également analyser, qui fait une 50aine de pages, pour comprendre les possibles défaillances de la copropriété. On va lire les actas des comunidades, savoir s'il y a des frais, est-ce que ces travaux ont été prévus, s'ils ont été prévus, est-ce que le budget a été validé ou non. Il y a un certain nombre de choses à vérifier, et basé là-dessus, on saura s'il y a des travaux à prévoir, et sinon c'est soit une marge de négo, ou sinon c'est des opérations quand les travaux sont bien trop importants, où on va conseiller à nos clients malheureusement de se retirer. Donc, quelle banque prête pour l'Espagne? En France, quelle banque française prête pour l'Espagne? À partir du moment où vous respectez les conditions tant de taux d'endettement et la condition dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc notamment mettre à disposition en hypothèque un bien dont vous possédez qui est à hauteur du prêt, n'importe quelle banque en France va pouvoir vous financer. Maintenant, on se rend compte que souvent les conseillers clients de proximité ne sont pas toujours habitués à gérer des projets à l'étranger. Plein de bonne volonté. Donc faites attention de bien double vérifier que vous respectez bien les conditions et avant de vous engager sur un projet d'achat qui va vous faire perdre du temps et surtout entraîner une frustration qui est évidente par la suite si jamais ça n'arrive pas au bout. Ce qu'il faut savoir, je pense que c'est un point super important, en Espagne, il n'y a pas de clause suspensive en cas de non-obtention de son crédit. C'est encore une fois le marché français. Il faut dire qu'en France, en tant qu'acheteur, on est cajolé, on est extrêmement protégé. En Espagne, ce n'est pas le cas. C'est un marché beaucoup plus neutre, voire un peu à la faveur des vendeurs, qui ont beaucoup moins d'engagement que les acheteurs. Uniquement en Catalogne, et cela depuis 4 ans, il y a une clause suspensive en cas de non-obtention du crédit. Et cette clause suspensive doit être absolument mentionnée sur le compromis de vente, car si vous n'avez pas mentionné cette clause suspensive et que vous n'obtenez pas vos crédits, vous ne récupérez pas les ARS, donc les 10%, les ARS en espagnol, que vous avez versés. Encore une fois, on en revient. On a beau avoir qu'une frontière, les Pyrénées qui nous séparent, les marchés sont très distincts. Et il faut faire extrêmement attention en cas d'obtention du crédit. Et les banques françaises, les conseillers, pour eux, c'est facile. Ils croient que vous êtes en train d'acheter en France, mais c'est très différent, ça va être beaucoup plus long. Et encore une fois, on vous conseille de bien tout vérifier et de prendre votre mal en patience. Là, c'est le vécu qui parle. Encore une fois, toujours l'expérience qui nous fait apprendre. Sébastien, bonjour, accompagnez-vous pour des projets hors Barcelone, Bellateral, La Floresta, Val d'Oreix. Faites-vous des négociations avec les agents immobiliers? Pouvons-nous avoir 15% d'exécution s'il y a des travaux? Effectivement, ça fait partie de notre accompagnement. Dans tous les cas, nous, depuis Barcelone, on est basé à Barcelone, donc avec nos équipes. Encore une fois, on est armé de conseillers immobiliers qui vont s'occuper de votre recherche immobilière, etc. Et peu importe où vous souhaitez investir en Catalogne, on sera là pour gérer la recherche immobilière. Donc là, Bellaterra, La Floresta et le Val d'Oreix, c'est à proximité de Barcelone. C'est un coin où on a déjà fait des opérations et surtout on a nous-mêmes eu des contacts avec des propriétaires qui souhaitaient vendre leur propriété. Ça nous permet donc tout à fait d'y aller fréquemment.
Et les négociations avec les agents immobiliers, effectivement, ça fait justement partie de notre accompagnement. C'est un point qui est super important et qu'on ne cessera jamais de répéter. Un agent immobilier, il représente le vendeur. Son client, c'est le vendeur. Nous, notre métier, c'est d'accompagner les acheteurs. Donc, on défend vos intérêts et ça fait aussi partie de la négociation. C'est-à-dire qu'encore une fois, on est là pour vous conseiller si vous êtes en train de faire un bon achat ou pas. Donc, la négociation, effectivement, ça fait partie des points sur lesquels on intervient. Et pouvons-nous avoir 15% de réduction s'il y a des travaux? Il n'y a pas de règle. Le but, c'est de savoir simplement environ le coût des travaux que ça pourrait engendrer et effectivement pouvoir pacter quelque chose avec le vendeur. Mais ce n'est pas quelque chose qui est toujours possible. Encore une fois, là, ça va dépendre des opportunités et de l'opération que vous envisagez. Tout à fait. Dur à répondre pour les 15%, mais pour tout le reste, bien entendu, c'est vrai. Bonjour, quand on achète sur du neuf, est-ce que c'est quand même important d'avoir un avocat ou juste le notaire suffit? Premier point, je vais commencer par la dernière partie de la question. Un notaire en Espagne est un écrivain public. Littéralement, son rôle n'est pas réellement de conseiller l'une ou l'autre des parties. C'est vraiment un écrivain public qui est neutre, qui va authentifier une transaction entre deux personnes privées, entre une personne privée et une entreprise, que ce soit pour des transactions immobilières ou autre type de transactions. C'est vraiment une figure clé en Espagne. On passe, même pour créer une entreprise, on passe devant un notaire, mais qui n'est pas du tout là pour protéger les intérêts de l'acheteur. Et donc, par conséquent, quel que soit le type de projet immobilier, on vous invitera toujours à vous faire accompagner par un professionnel. J'achète en Espagne, nous travaillons nous-mêmes avec un cabinet juridique et avocat pour nous assurer que nos acheteurs achètent en toute sécurité. Vous pouvez également dire je n'ai pas besoin d'un service aussi complet et engagez vous-même un avocat. Néanmoins, je pense réellement que le fait d'engager un avocat pour faire un bon achat soit une condition sine qua non en Espagne. Concernant le neuf, les vérifications vont peut-être être différentes, mais bon, il peut aussi avoir des vices cachés. Les prix des matières premières ont explosé, donc des projets vont aussi prendre du retard. On n'est pas sur un marché immobilier comme la Chine où ils sont littéralement en train de détruire des blocs de bâtiments. En Catalogne, ça se fait peu, le neuf, ce qu'il faut savoir. C'est une région qui est beaucoup plus complexe d'avoir des permis pour construire. Une région, à Barcelone, on disait, nous on a fait une opération d'un client en banlieue barcelonaise dans du neuf, dont je me suis occupé. Cette personne, c'était un projet qui était totalement fini, donc il restait juste quelques lots qui n'avaient pas été vendus. Mais sinon, il faut faire bien entendu attention à un certain nombre de choses. Et sinon, pour de la construction neuve, vous pouvez également construire vous-même, acheter un terrain qui est constructible, et après, vous construire votre maison avec un constructeur, mais il va y avoir encore d'autres types de vérifications à faire. On a un rendez-vous demain avec une personne dont on s'occupe aussi. Quelle banque espagnole recommanderiez-vous pour un emprunt hypothécaire à Barcelone? On a des banques de confiance que vous pouvez contacter. Justement, une d'entre autres s'appelle UCI, c'est le nom des crédits immobiliers, donc ça appartient à BNP Paribas et à Santander, donc quand même deux groupes bancaires majeurs en Europe. On travaille également avec des courtiers. Les courtiers en Espagne, c'est beaucoup moins utilisé qu'en France, n'empêche qu'ils peuvent vous prêter un certain nombre de services. De manière générale, nos clients qui achètent sur place sont aussi passent par Santander, par la Caixa, les grosses banques. Donc, on a des contacts de confiance, plus qu'une banque particulière à recommander, parce que ça va dépendre vraiment du type d'opération. Une autre question de Madame Voileau. On peut nous forcer à faire un dessous de table en espèces. Parfois, vous allez tomber sur un vendeur qui va justement être intéressé par ça pour peut-être faire baisser ses impôts sur la plus-value. Malgré tout, bon, c'est quelque chose qui est régulé tout de même en Espagne, notamment cette année, l'apparition d'une valeur de référence qui est super importante, puisque parfois vous pouvez acheter en dessous de cette valeur de référence et donc payer des impôts, l'ITP, 10% sur la valeur d'achat. Si la valeur d'achat est inférieure à cette valeur de référence, vous payerez 10% sur cette valeur de référence et non sur la valeur d'achat. C'est justement mis en place pour éviter les dessous de table dans ce qui concerne directement notre question. Donc non, personne ne peut vous forcer, mais vous pouvez tomber sur des personnes comme ça, mais il faut savoir que c'est totalement illégal. Voilà, bien entendu, tout ça c'est sous la table, n'est pas encadré par le notaire. Mais un acheteur peut un vendeur par exemple peut vous dire moi je ne vends pas ma maison si j'ai pas 30 000 euros
en espèces. Donc là, ça va être à nous d'intervenir pour essayer de trouver des solutions. On a d'autres leviers légaux on arrive des fois à actionner pour trouver une solution à l'amiable qui ne soit pas trop risquée pour nos acheteurs, en sachant que de toute façon, l'acheteur est toujours plus perdant que le vendeur en cas où une partie de la transaction se fait en B de black, comme ça se dit ici en Espagne. Question de Thomas, la taxe foncière est basée sur la valeur cadastrale. Est-il un site pour consulter facilement cette valeur? Très bonne question, la réponse est correcte. En effet, la taxe foncière en Espagne, ça s'appelle l'IBI, donc c'est impôt sur le bien immobilier. C'est une taxe qui est municipale, donc l'IBI va dépendre donc de la valeur cadastrale du bien. Comment savoir? Il n'y a pas de site, uniquement le propriétaire du bien reçoit les reçus de l'IBI avec le montant qu'il doit payer qui s'actualise en général d'année en année. Certaines villes à la hausse, d'autres comme Madrid, les impôts fonciers baissent. De manière, nous, ça évolue très peu d'une année sur l'autre. On est sur des sommes très faibles. Un appartement, par exemple, de 70 mètres carrés, il faut compter 600-700 € par an maximum. Donc c'est quand même faible. Rassurez-vous, en Espagne, les taxes foncières sont beaucoup plus faibles qu'en France. Il n'y a pas de taxe d'habitation. Donc ça, c'est les bonnes surprises quand on investit ici. Néanmoins, justement, ça fait partie de nos questions. Dès qu'on va visiter un bien pour nos clients, on va demander la valeur de l'IBI, parce qu'un agent immobilier faisant correctement son travail va lui-même demander au préalable le reçu de l'IBI, et ne va donc nous le donner. Donc on le sait avant de se positionner sur le bien, grosso modo, combien va coûter cette valeur, en sachant qu'elle ne va pas prendre 100% tous les ans. C'est des augmentations qui restent très modérées. Question sur le processus d'achat. Là, c'est une question justement, je pense, qui nous concerne directement, puisque le fait d'avoir une formule complète qui va donc associer un peu tous les corps de métier de l'immobilier pour gérer votre projet d'achat, on est personnellement sur une moyenne de 3 à 4 mois pour réaliser un projet. Donc, ça veut dire à partir du lancement de la recherche jusque la signature chez le notaire. Et même ensuite, c'est nous qui gérons toutes les démarches post-signature, tout ce qui est paiement de l'impôt, de l'ITP, enregistrement auprès du registre foncier, etc., etc. Donc, si vous êtes tout seul, parfois, on va avoir des personnes qui cherchent depuis très longtemps sans pouvoir vraiment réaliser leur projet d'achat. Non, la réponse de Valentino et Sébastien était sur un processus dans son ensemble. Ce qu'il faut savoir, nous, encore une fois, c'est une moyenne. On a des clients qui nous engagent, qui vont payer comptant, donc ils n'ont pas besoin de crédit. Donc dans ce cas-là, on va être sur… En général, dans notre travail, on est sur 1 mois, 1 à 2 mois pour trouver le bien. C'est un processus qui est relativement fluide, rapide, parce qu'il y a tout un savoir-faire, il y a des outils professionnels, il y a un réseau qu'on a créé avec des agences qui nous permettent de gagner pas mal de temps sur cette partie sourcing et visite pour aboutir à la négo. Et après, il y a la partie financement. Une personne qui n'a pas de financement, on signe le compromis. 2-3 semaines après, en général, on est chez le notaire. Si vous avez besoin d'un financement, si c'est financement en France, il faut compter 3-4 mois. Donc, c'est assez long pour obtenir son crédit, le temps de faire l'hypothèque et autres. Financement en Espagne, en moyenne, on est sur une 60aine de jours à partir du moment où vous achetez pas en plein été. Donc, parce que les Espagnols, le processus est plus rapide. Ils savent de quoi ils parlent, donc tout va aller beaucoup plus rapidement. Donc on peut dire en moyenne, quand on dit 4 mois, on entend 2 mois de recherche, 1 à 2 mois pour trouver le bien, le négocier, signer le compromis, et 1 à 2 mois pour obtenir le financement. Une fois que le financement est obtenu, bien entendu, quand on est en phase finale d'obtention, on sait que vous aurez le crédit, vous n'avez pas encore signé l'offre de crédit, on peut déjà tabler une date de signature, et on commence déjà à préparer la vente avec le notaire. Aussi, toute la préparation de la vente, à Barcelone, typiquement, c'est Valentino qui s'en occupe pour l'ensemble de nos clients. Nous, on sait que si dans 2 semaines, vous avez signé l'offre de crédit, 1 semaine après, par exemple, on peut signer. Donc, on dit 60 jours, c'est vraiment au 60e jour du moment où vous avez signé le compromis, on sera devant le notaire. Et ça peut être avant si la banque est plus rapide, ce qui peut aussi se passer. Donc oui, si c'est un résident, ce serait ça. On pourrait compter 3-4 mois. Madame Voileau, il faut le nier en Espagne, c'est quoi? C'est un numéro fiscal pour les étrangers et ça s'obtient notamment auprès du consulat le plus proche de chez vous en France ou bien via des services de conciergerie ici en Espagne
prendre un rendez-vous directement dans un commissariat en Espagne, c'est quelque chose qu'on ne recommandera pas, puisque souvent, ça n'a pas de succès. Nous, encore une fois, on vous accompagne dans le processus d'obtention du NIE. La solution la plus facile est de le faire auprès du consulat espagnol le plus proche de chez vous. Et pour la chance, c'est qu'il y a beaucoup de ressortissants espagnols en France. Donc, il y a un réseau consulaire qui est excellent, ou en fonction des régions, ça va être plus ou moins facile de prendre rendez-vous. Mais on est là justement pour aider nos acquéreurs à obtenir rendez-vous auprès du consulat le plus proche en France, leur préparer tous les documents. Comme ça, c'est un rendez-vous qui est expéditif et qui, sans aucun stress. Ou sinon, on a quand même aussi quelques formules pour aider les acquéreurs qui n'arrivent pas à l'obtenir en France ou ne peuvent pas. Vous habitez à Grenoble, vous allez à Lyon faire le rendez-vous, comprendre que c'est complexe de faire 4 heures de route, poser une journée de travail si vous êtes en activité pour le faire. Donc, on a aussi des solutions. Mais pour toutes ces solutions, il faudra de toute façon que vous signiez une procuration sur le territoire espagnol, ou sinon une procuration en France traduite, apostillée, donc c'est assez onéreux. Le plus simple, c'est souvent nos clients, s'ils ne peuvent pas faire le NIE, viennent faire des visites avec nous, calent un rendez-vous chez le notaire, on aura préparé la procuration que vous signez, une procuration ça coûte 60-70 €, et après, on va s'en occuper pour vous d'obtenir ce fameux NIE, que ce soit depuis un rendez-vous à Barcelone, depuis un rendez-vous à Valence, on trouvera une solution pour vous. Je vois que Sébastien a une nouvelle question. N'hésitez pas, c'est encore quelques questions sur lesquelles on pourrait vous renseigner. Changez-vous un prix fixe ou variable en fonction du prix de la maison. Chargez-vous, pardon. Donc, notre offre commerciale, le plus simple, si vous avez un projet concret, c'est qu'on en parle directement autour d'un appel. Néanmoins, pour vous le dire dès le départ, on n'a rien à cacher. Notre offre est au succès. Ça, c'est important. Le succès, c'est vraiment quand vous avez les clés de votre propriété et les honoraires sont calculés sur la valeur du bien. Donc, bien entendu, ils vont être calculés sur la valeur du bien. Néanmoins, nous, on est dans une logique où on veut aujourd'hui travailler avec vous, demain travailler avec vos amis ou des membres de votre famille. Bien entendu, nous, malgré le fait où on pourrait penser qu'on n'est pas intéressé à vous obtenir le meilleur prix, c'est tout l'inverse. On bataille comme des lions pour essayer de vous obtenir le meilleur prix d'achat, quitte à gagner un petit peu moins sur une opération. La différence est assez dérisoire pour nous par rapport à la satisfaction et au bouche-à-oreille que ça peut générer derrière. Pour toute demande de rendez-vous, si vous le souhaitez, Sébastien, normalement, vous devriez peut-être avoir nos emails qui ont été envoyés. On fera un mail récapitulatif. On mettra également les coordonnées de Valentino et les miennes pour pouvoir nous contacter, que ce soit vous, également vous, Madame Boileau, ou toute autre personne. On serait enchanté d'approfondir et d'en savoir plus sur vos projets. Également, si il nous reste encore 6 minutes, ce serait bête de les perdre. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui auraient encore des questions? Thibaut qui est en train d'écrire. Est-ce que c'est intéressant de passer par vous dans le cas où nous avons déjà trouvé le bien? Est-ce que le prix est différent? En effet, c'est toujours intéressant de passer par nous si vous avez trouvé bien. Encore lundi, j'avais un appel avec une jeune femme qui a eu un appartement coup de cœur dans le Born. Donc le Born, on rappelle sur la petite explication, c'est la vieille ville. On va l'accompagner sur, là, elle devait faire une dernière contre-visite, on va l'accompagner sur tout ce travail-là, donc de vérification, de négociation du prix, et après mise en relation avec banque et ensuite préparation de la vente avec notre notaire de confiance. Donc, bien entendu, on peut vous accompagner sur ce genre de projet. L'offre commerciale est différente. De manière générale, on fait principalement des accompagnements dans leur intégralité, mais de manière ponctuelle. Si des acquéreurs nous contactent ayant trouvé le bien entendu qu'on est capable de vous fournir le même service, enfin la même qualité de service sur on va dire la deuxième partie du processus. Question super intéressante de Paul. Le marché est-il en train d'évoluer actuellement? Inflation, récession sur Barcelone. On n'a pas de boule de cristal, Paul. On aimerait bien.
tout ce qu'on peut vous dire, c'est que jusqu'à fin 2022, on est sur une tendance en termes d'opérations qui a été excellente. Les 3 premiers trimestres, même le 3e, il y a déjà eu des augmentations de taux d'intérêt de la part de la BCE, a été excellent parce que tout le monde essaye d'acheter tout de suite. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en moyenne, les taux sont en train de prendre pas mal. Actuellement, on est sur des opérations entre 3 et 4 %. Quand on regarde sur 10-15 ans, ça reste des taux faibles. Si vous en parlez à des gens qui ont 50, 60 ans, je vois mes parents, c'était des taux d'intérêt à 10 % dans les années 90. Donc il faut relativiser, l'argent n'est pas gratuit. On est sur une phase toujours un peu d'incertitude, mais c'est aussi là où on fait les bonnes opérations. Les vendeurs ont toujours besoin de vendre. Une vente, c'est un projet de vie qui soit arrive à son terme ou un nouveau projet de vie qui va prendre le relais par rapport à un projet de vie passé. Donc, les gens ont toujours besoin de vendre, même en contexte de crise. On n'aura probablement pas de crise immobilière en Espagne. On est sur une croissance des prix qui est très saine, à l'inverse d'autres marchés immobiliers, la Nouvelle-Zélande, le Luxembourg, le Canada, où il y a eu des croissances hallucinantes. Dubaï, plus 100% en un an sur les prix immobiliers, où bien sûr, à un moment, ça va péter. Ça n'a pas besoin d'avoir une boule de cristal pour savoir que les prix ne peuvent pas continuer de gonfler. En Espagne et à Barcelone, on est sur un marché mature, donc les risques de baisse des prix sont assez faibles. L'inflation monte, donc de toute façon, il faut investir son argent. Enfin, vous avez 100 000 euros sur un compte bancaire. Si l'inflation en Espagne elle est à 10 %, vous en avez perdu 10 000 euros à la fin de l'année. Il faut toujours dire ça. Investissez, soit dans l'immobilier, que ce soit en bourse, en bitcoins. Choisissez l'investissement avec lequel vous êtes le plus confortable. Ça peut être une assurance vie, quelque chose de plus conservateur. L'immobilier reste un investissement facile. En Espagne, extrêmement rentable à partir du moment où on sait où est-ce qu'on achète. Une récession économique, on ne pense pas, ou probablement, de ce que je peux lire, en tout cas c'est mon humble avis et les journaux que je lis, elle devrait être à peine sentie la récession. En tout cas, c'est ce qu'on espère. De manière générale, l'année prochaine restera probablement une bonne année immobilière, peut-être pas une année incroyable comme 2021 et 2022, où là on devrait être à plus de 600 000 transactions. On ne va pas avoir une année où on va faire moins 30% en termes de transactions. Ça, c'est certain. Après, les biens immobiliers, si vous avez un taux à 3, alors vous l'auriez eu à 1,5. On a des clients qui voulaient acheter, ont tergiversé. J'ai un ami en particulier qui cherche à acheter, mais ne veut toujours pas se lancer. En mars, il aura acheté à 1,5. Aujourd'hui, il achètera à 3. Ça, c'est la certitude. On en revient au même. Il fallait mieux investir qu'aujourd'hui, mais c'est toujours mieux aujourd'hui que demain. Et ça marchera pour n'importe quel investissement que vous pouvez faire. Où pourrons-nous trouver vos contacts? Ils ont été envoyés via tout, Madame Wallo, pour nos contacts, tout va être renvoyé après cet échange. Donc, vous aurez également nos emails. Vous pourrez nous contacter directement pour prendre rendez-vous. Ce sera directement Valentino qui prendra contact avec vous pour votre projet immobilier à Tarragone, parce que comme vous avez pu le voir, c'est l'expert de cette zone-là. On laisse là on n'est pas pressé, même si ça finissait à 14 h, le lien ne va pas se désactiver. Donc, s'il y a encore une personne ou deux qui souhaite poser une question, on vous laisse le temps de taper sur votre clavier. Quel quartier vous privilégiez sur Barcelone? On en a décrit 4 tout à l'heure pour des raisons. On a essayé de varier pour des raisons différentes. Quel projet fleurissent par exemple? Ça va beaucoup dépendre de ça. Est-ce que c'est pour vous? Vous habitez à Barcelone ou pas? Est-ce que c'est pour un investissement locatif, pour un pied-à-terre? Projet locatif, 40-60 mètres carrés. Bon, là, quel budget peut-être? Long terme, c'est bien. 140, 180. Bon, là, ça va être. On a actuellement des recherches similaires pour des clients en cours. On va être sur Poblé-Sec, la vieille ville. On peut être du côté de Sants. On l'a vu, environ 3 000, 3 500 € du mètre. Donc, on peut avoir des surfaces à 50 mètres carrés en moyenne. Donc, on va plutôt privilégier cela. Après, s'il y a d'autres raisons qui peuvent impacter la recherche, on peut en parler. Mais
Et voilà un peu des exemples de quartiers. On peut également monter vers Noubaris, Horta-Guinardo. Ça va un peu dépendre du type de client que vous allez vouloir avoir. C'est pour avoir une personne seule, un couple. Les quartiers Cité Valentino, ça va être excellent. Si par contre vous souhaitez un locataire, une famille, parce que c'est plus de stabilité aussi, où il y a une surface plus grande, donc entre 2 et 3 chambres, Noubaris peut être un super quartier, parce que pour 140 000 euros, vous pouvez avoir des 70-90 mètres carrés. Et donc, y loger plus de monde, donc potentiellement avoir aussi un loyer qui va être un peu plus élevé. Après, les perspectives de plus-value seront toujours moindres. C'est ça qu'il faut se dire dans l'achat immobilier. Il y a la rentabilité à court terme et il y a l'opération que je peux faire, à quel moment elle peut me rapporter une plus-value. Il faut aussi gagner sur cet achat parce que les prix vont continuer de grandir. Dans les quartiers, plus les quartiers seront centraux, on aura quand même plus de chances de faire une plus-value parce que les marchés continueront de grandir. Vous le voyez en début de présentation, Noubaris, on était sur une croissance des prix à 2%. Les Champla, en un an, avaient pris 10%, donc 5 fois plus. Je pense que ça répond plutôt bien à la question. Ça dépendra de votre projet. Encore une fois, on est à votre entière disposition pour en parler et pouvoir le définir au mieux. Mais c'est réellement réalisable à Barcelone d'acheter un bien immobilier entre 150 et 300 000 euros. Ça fait une grosse fourchette, ça va dépendre du bien. Mais on peut faire des très bons achats avec ou sans travaux pour l'investissement locatif, de la résidence principale ou secondaire. Vraiment, on a une chance sur cette agence, c'est qu'on travaille avec tout type de clients, tout type de projets sur l'intégralité de la catalogue et on connaît vraiment, je pense, plus ou moins tous les endroits grâce à nos recherches pour vous aider à définir une zone. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment un des projets types que l'on peut gérer ici à Barcelone-Ville et donc ça accélère fortement les recherches puisqu'on a déjà des choses à vous proposer. C'est ça, vraiment le but, on est sur du sur-mesure dans la manière de travailler, mais bien sûr, il y a une connaissance et une expérience qui vont s'accumuler, qui vont permettre aussi justement que les recherches se concrétisent beaucoup plus vite parce que la connaissance du marché est extrêmement affinée, d'autant plus à Barcelone, dans les quartiers dont nous parlons. On a une Poblessec, on a même des clients qui ont acheté dans la même rue, donc c'est des cas pour vous dire à quel point pas juste le hasard, c'est parce qu'on sait très bien où chercher et qu'est-ce qui va convenir à nos acquéreurs. Bon, 2h04, y a-t-il une dernière personne qui veut poser sa question avant que vous retourniez au bureau, pour ceux qui sont en France en tout cas. Nous, on n'a pas encore déjeuné en Espagne. De rien, Madame Boileau, de rien, Floris, merci pour toutes les personnes qui ont pris le temps de poser des questions, de nous écouter. C'était vraiment un plaisir, ce format-là. On va le faire sur l'ensemble de l'Espagne. Semaine prochaine, Madrid, il y aura Alicante, probablement les Canaries. On va vous faire voyager. Parce que c'est, je pense, aussi ça qu'on adore dans notre métier, c'est accompagner sur des projets de vie et également être sur un pays aussi beau que l'Espagne, même si la Catalogne reste la plus belle région. Je vois Michel qui s'est connecté. Malheureusement, on ne vous entend pas. Mais parce que je ne parle pas, vous m'entendez? Ah, très bien. Il suffisait de me donner la parole. Vous n'avez pas dit grand-chose sur la manière dont on est imposé sur les revenus locatifs. Ok, super. Très, très bonne question, en effet. Donc, ce qu'il faut tout de suite tenir en compte, il va y avoir deux impositions. Il va y avoir l'imposition sur des investissements locatifs au long terme. Michel, vous êtes résident en France ou dans un autre pays de l'Union européenne? En France. D'accord, très bien. Donc, en France, et pour tous les résidents fiscaux d'un pays de l'Union européenne, je précise bien parce que ce ne serait pas la même chose pour une personne. Non, mais attends, je sais déclarer mes impôts en France. Je dis, qu'est-ce qu'on déclare en Espagne? Je sais, justement, j'ai bien compris votre question. Néanmoins, en fonction de votre lieu de résidence, la manière dont on va vous imposer l'Espagne va être différente. C'est pour ça que je me permettais de vous expliquer ça. En tout cas, pour vous répondre pour votre sujet, dans le cadre d'un investissement locatif en Espagne, vous êtes imposé à 19% sur les revenus locatifs. Donc, les revenus locatifs, ce n'est pas les loyers, c'est les loyers moins les impôts fonciers, donc l'IBI, moins les potentielles charges de copropriété, moins les intérêts si vous avez un crédit bancaire,
moins la la commission de l'agence, moins. Vous avez énormément de choses qui peuvent être déduites. 3% de la valeur cadastrale peut être déduite. Sur ce qui va rester, vous allez soit ensuite, si c'est un investissement long terme, vous allez diviser cette somme par 2 et ce sera 19%. Donc ça reste encore relativement intéressant. Je ne peux pas vous faire un calcul précis tout de suite. Si ce n'est pas un investissement locatif de plus d'1 an, donc si c'est une personne qui reste entre 1 mois et 12 mois, vous allez être imposé à 19% sans la bonification de 50%. Donc aussi, c'est plus intéressant fiscalement de louer à quelqu'un sur le long terme. C'est aussi pour ça que l'État met cette bonification, c'est pour inciter les gens à faire de la location long terme. Mais en fonction du type de bien, de si vous allez vouloir peut-être en bénéficier de temps en temps, vous allez être plus ou moins imposé. En tout cas, le pourcentage est de 19%. La vraie différence, ça va être sur quelle somme va être calculée ce 19%. Oui, c'est justement ce qui m'intéressait, c'est de connaître quels pouvaient être les frais comptables pour gérer ces déclarations, parce que ça peut faire cher. Il y a un minimum quand même à payer à quelqu'un pour qu'il remplisse ses déclarations, les fasse à l'heure, fasse la gestion des fonds, etc. En général, il y a une agence, si c'est pour une gestion locative, parce que vous êtes basé en France, de manière générale, les agences immobilières qui font de la gestion locative, ce qui se pratique, c'est 10% des revenus locatifs qui vont vous être facturés pour le bon entretien du bien, la gestion des potentiels problèmes ou litiges. Et après, pour les déclarations d'impôts, si c'est du long terme, vous avez une déclaration annuelle. Si c'est du moyen terme ou du saisonnier, c'est une déclaration qui est trimestrielle. Et donc, c'est à voir directement avec un cabinet comptable. On a Gestoria, comme on dit ici en Espagne. On a des Gestoria de confiance avec qui on peut vous mettre en relation. Une déclaration va coûter une centaine d'euros, 200 euros. Ça dépend si elle est trimestrielle ou si c'est qu'une fois dans l'année. Oui, d'accord. Même chose, Michel, si vous souhaitez une étude plus approfondie des différentes solutions fiscales pour un investissement locatif, encore une fois, c'est quelque chose qu'on propose à tous nos investisseurs. C'est bien entendu une simulation des revenus locatifs d'un bien et vraiment du cash flow donc, qui va rester à la fin net pour vous dans le cas d'un achat à Barcelone ou ailleurs. Bon, mais écoutez, on en reparlera, puis j'écouterai le webinaire sur Madrid. Vous verrez, Bastien, pour ceux qui seront, est très friand d'investissement locatif. Bien entendu, à Madrid, il y a moins de gens qui achètent un pied-à-terre au bord de la mer. Donc, il y a beaucoup d'investisseurs. C'est une ville qui est extrêmement rentable. Et vous pourrez revenir sur certaines de ces questions à nouveau avec lui et aussi sur les quartiers où investir à Madrid. D'accord. Merci. Je vous en prie. Bon, merci à tous pour ce webinaire que nous allons interrompre. Vous recevrez tous un email avec le replay également. Vous aurez nos coordonnées pour pouvoir nous contacter directement par email et convenir d'un rendez-vous pour pouvoir mieux comprendre votre projet et vous renseigner au mieux à la suite de cet entretien. On vous souhaite à tous une bonne après-midi. Et on espère avoir des nouvelles de certains très prochainement. Au revoir. À bientôt. Au revoir.